La tempête qui balaie l'Europe depuis vendredi se dirige vers le sud et l'Italie se prépare à de fortes précipitations. Au moins 21 personnes sont mortes à la suite d'inondations en Pologne, en République tchèque, en Autriche et en Roumanie. La menace d'inondation en République tchèque diminue progressivement, mais le sud de la Bohême est toujours en alerte. Dans le pays, 200 localités ont été inondées, plus d'une centaine restent encore sous les eaux. En Pologne également, la tempête a causé d'importants dégâts. Les habitants et les secours d'urgence tentent de sécuriser les rivières qui menacent de sortir de leur lit. Certaines régions sont privées d'eau, manquent de nourriture et les habitants doivent être évacués. En Autriche, le survol des villages le long du Danube laisse entrevoir l'ampleur des dégâts causés par la tempête. Des localités sont entièrement inondées et là encore les habitants ont dû abandonner leurs maisons et rejoindre des refuges d'urgence. La Hongrie craint une crue du Danube à Budapest. Le maire de la capitale a prévenu que la ville pourrait subir les pires inondations qu'elle ait connues depuis 10 ans. La Hongrie reste en état d'alerte alors que la tempête Boris se déplace vers le sud. La capitale Budapest pourrait connaître la plus grande inondation de la décennie. Le maire de la ville a averti les habitants, le niveau du Danube devrait atteindre les 8 mètres et demi, c'est 30 à 50 centimètres de moins que les inondations records de 2013 selon les autorités locales de gestion de l'eau. Les inondations devraient avoir un impact sur 540 kilomètres de rivières hongroises. Le Premier ministre Viktor Orban a approuvé l'ouverture d'un réservoir d'urgence le long de la rivière Laïta qui retiendra une partie de l'eau excédentaire. Des mesures préventives telles que des restrictions de circulation ont été imposées dans quelques localités du Danube. Les services ferroviaires internationaux entre la Hongrie et la République tchèque, la Pologne et l'Allemagne seront également affectés. Il faut généralement 5 à 8 jours pour que le niveau de l'eau baisse sur le Danube, mais cette fois, cela pourrait prendre plus de temps. Cette école bilingue pour les enfants ukrainiens réfugiés à Budapest est le seul établissement de ce type en Europe. Les cours y sont donnés en ukrainien et en hongrois. Les fondateurs de l'école racontent avoir remarqué comme les enfants ukrainiens réfugiés s'intégraient avec difficulté dans les établissements scolaires hongrois. C'est pour cette raison qu'ils ont décidé de fonder la Maison des traditions ukrainiennes. Я навмисно пройшовся по класах і зробив такі коротенькі опитування. Звідки ви приїхали? Ну, як вас звати? Звідки приїхали? Де навчались цей час? І достатня кількість дітей сказали, ми були в угорській школі. Добре, можете представитись угорською. Я такий-такий-то, я приїхав звідти. Змогли тільки двоє учнів. Les fondateurs de l'école expliquent les difficultés que rencontrent les enfants ukrainiens réfugiés. Dans les écoles hongroises, les programmes scolaires sont différents. Par ailleurs, beaucoup des enfants restent traumatisés par la guerre et ont besoin d'une attention soutenue. Друга категорія травм – це діти, які пережили бомбування. Тобто для них будь-який звук літака або гелікоптера, або сильний стук для них асоціюється з вибухом. Тому вони лякаються будь-якого гучного звуку. Deux psychologues sont présents pour aider les élèves à surmonter leur traumatisme. Leurs salaires ainsi que ceux des enseignants de l'école sont payés grâce aux dons et aux subventions accordées par l'État hongrois. Véronica est arrivée en Hongrie avec sa sœur et sans leurs parents. Selon Véronica, l'atmosphère de la Maison des traditions ukrainiennes est bien meilleure que dans les autres écoles où elle est allée. І насправді це був дуже важкий переломний період, але завдяки ньому я виросла, я змогла, так сказати, опанувати свої емоції, змогла стати сильнішою, але так само я дуже сильно сумую за своєю батьківщиною. 400 enfants sont inscrits à la Maison des traditions ukrainiennes. Les Nations Unies estiment à 10 000 le nombre d'enfants ukrainiens vivant aujourd'hui en Hongrie. Après des semaines de consultations à huis clos, la présidente de la Commission a annoncé mardi les portefeuilles politiques que son équipe de 26 commissaires sera invitée à diriger.
6 vice-présidents exécutifs s'occuperont des grands portefeuilles. Ursula von der Leyen a veillé à ce que sa nouvelle équipe ait une représentation géographique et politique. 2 commissaires socialistes pour l'Espagne et la Roumanie, un conservateur et réformiste européen pour l'Italie, un du Parti populaire européen pour la Finlande et 2 commissaires libéraux pour la France et l'Estonie. 6 executive vice presidents, 4 women, 2 men. If you look at the geographical balance, 3 are from member states that joined before the fall of the Iron Curtain. 3 are from member states that joined after Europe was reunited. From the Baltics, the Nordics, and Eastern Europe. We have ministers and prime ministers, very different backgrounds, with one common goal, and that is to make Europe stronger. L'un des noms les plus controversés est celui de Raffaele Fitto, du parti de droite dure de Giorgia Meloni, qui a été nommé vice-président exécutif chargé de la cohésion et des réformes. Les 22 commissaires des autres États membres complètent l'équipe. Il y a quelques nouveaux portefeuilles, comme celui de l'énergie et du logement, de la Méditerranée et de la défense. Last time, the topic of global warming was absolutely top. And this was the reason why I started the European Green Deal. The dominance of this topic is still there, but this time, for example, the topic of security triggered by the Russian war in Ukraine, but also the topic of competitiveness has a much broader, much more impact on the composition and the design of the political guidelines, and then, of course, the organization of the college. C'est à la surprise générale que le commissaire autrichien le plus intransigeant, Magnus Brunner, a été nommé commissaire chargé des affaires intérieures et des migrations. Le commissaire hongrois, Oliver Várhelyi, a obtenu le portefeuille plus faible de la santé et du bien-être des animaux. Le premier objectif d'Ursula von der Leyen était de parvenir à un équilibre entre les hommes et les femmes au sein de sa nouvelle équipe. Mais le mieux qu'elle ait pu faire a été le 40-60, avec 11 femmes comme membres. Après le premier soulagement, c'est maintenant la partie la plus difficile pour les commissaires. Les auditions qui débutent au Parlement européen pourraient rejeter certains candidats, ce qui pourrait retarder davantage la nomination de la nouvelle commission prévue pour le 1er décembre. Dans son discours devant le Parlement européen, la présidente désignée Ursula von der Leyen a présenté mardi le commissaire européen de la France. Stéphane Séjourné will be the Executive Vice President for Prosperity and Industrial Strategy. Stéphane Séjourné, ministre démissionnaire des Affaires étrangères, a été proposé par le président Macron lundi à la suite de la démission surprise de Thierry Breton. Les rumeurs insistaient que Ursula von der Leyen voulait écarter M. Breton, devenu trop autonome et même son rival dans la Commission. En France, ce choix passe mal. La gauche est très critique avec le choix de lâcher M. Breton et aussi le choix de nommer M. Séjourné, qui est un très proche du président. Et ça va bien dans le narratif de l'extrême droite qui veut toujours nous expliquer que la Commission européenne décide de tout et que la France n'a plus de souveraineté. Et là, ils tiennent un bon exemple pour montrer que Mme von der Leyen est capable d'imposer des choses au président français. Les critiques pointent aussi le caractère diaphane de M. Séjourné comme ministre et le fait qu'il ne boxe pas dans la même catégorie que M. Breton. Mais le commissaire français aura des responsabilités importantes dans plusieurs domaines, à condition d'obtenir un satisfecit des députés européens lors des auditions. Je suis un violeur comme ceux qui sont dans cette salle, ils savaient tout, ils ne peuvent pas dire le contraire, c'est ce qu'a déclaré Dominique Pellicot ce mardi. Absent depuis 8 jours en raison de son état de santé, il est réapparu devant la cour criminelle du Vaucluse à Avignon où 51 hommes sont jugés pour viols aggravés. Dominique Pellicot a reconnu les viols qu'il a commis sur son ex-femme Gisèle Pellicot entre 2011 et 2020 après l'avoir endormie à coups d'anxiolytiques et ce qu'il lui a fait subir par plus d'une cinquantaine d'hommes inconnus. Évidemment très abattu. Il a demandé à sa femme de bien vouloir l'excuser de tout ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce que Mme Pellicot décidera de faire avec cette demande-là et cette proposition-là. Mais quoi qu'il en soit, il en est là, il continuera. On va dire qu'on est dans un processus confessionnel, qu'il va continuer assurément, n'ayez aucune crainte là-dessus. Je crois qu'on va aller au bout de ce procès et on saura tout de Dominique Pellicot.
C'est la première fois que l'accusé principal de 72 ans témoigne depuis l'ouverture du procès emblématique des violences sexuelles et de la soumission chimique. Gisèle Pellico, présente, est restée stoïque, puis à la barre, elle a redit avoir eu une totale confiance en cet homme qu'elle a aimé pendant 50 ans. Gisèle Pellico est devenue un symbole de la lutte contre les violences sexuelles en France, après avoir accepté que le procès soit public et de se présenter devant les médias pour que la honte change de camp. Israël serait à l'origine de l'explosion simultanée d'1 millier de beepers du Hezbollah. Selon plusieurs sources citées par le New York Times, les services secrets israéliens auraient réussi à piéger une cargaison de beepers taïwanais que le Hezbollah avait commandé. Les dirigeants du Parti de Dieu pro-iranien avaient demandé à ses membres d'éviter d'utiliser leur téléphone portable pour faire barrage à l'espionnage israélien. Israël aurait infiltré la chaîne logistique du Hezbollah et serait parvenu à piéger 3000 des pagers AP924 commandés par le Parti de Dieu à l'entreprise Gold Apollo de Taïwan. À 15h30 ce mardi, 1 millier des appareils ont vibré simultanément au Liban et en Syrie au moment où apparaissait sur leur écran un message qui semblait envoyé de la direction du Hezbollah. Le bilan des explosions atteint 9 tués et 2800 blessés. La société taïwanaise Gold Apollo nie avoir fabriqué les beepers du Hezbollah qui ont explosé. Israël s'est refusé à tout commentaire. Le Hezbollah assure qu'il continuera le combat pour soutenir Gaza.